Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Impact, l'émission qui met en valeur les familles entrepreneuriales pour comprendre leur succès à travers les générations et décrypter leur organisation au filtre de trois cercles que sont l'entreprise familiale, bien sûr, les actionnaires familiaux et la famille. Elles nous partagent leurs réussites, mais également leurs doutes, leurs enjeux de transition et de transmission, et en quoi l'urgence environnementale est une formidable opportunité de continuer l'aventure en famille à travers les générations. Je suis Julien Lesque, je suis un spécialiste de la gouvernance des entreprises familiales que j'accompagne depuis près de 15 ans. Et je suis également le cofondateur de Kimpa, le spécialiste des investissements à impact social et environnemental pour investisseurs privés et professionnels. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Duhal. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, je suis ravi de te recevoir. Je crois qu'on a plein de choses en commun entre l'investissement, l'impact social et environnemental. Mais j'aimerais qu'on commence par l'histoire de cette famille entrepreneuriale qui a été initiée par ton père et que tu puisses peut-être te présenter et nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi, Mmh. qui représente, je crois, la deuxième génération. Effectivement. Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc effectivement, l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. Donc c'est mon père qui a créé le groupe, il y a maintenant bientôt 30 ans. J'ai, pour ma part, rejoint le groupe, il y a 11 ans. Ok. Donc ça fait, un moment déjà. Notre métier de base, finalement, c'était la promotion immobilière. Et en fait, très vite, mon père s'est dit: «J'ai envie d'intégrer toute la chaîne de valeur des métiers de l'immobilier». Donc on est très vite, devenus aussi investisseurs, gestionnaires et exploitants ensuite. Donc aujourd'hui, c'est quoi le groupe Duval? Ça va faire pas loin d'1 milliard de chiffre d'affaires. On est 5 000 collaborateurs. Donc on a, je vais dire 3 pôles. Un pôle immobilier, donc toujours avec la promotion immobilière. On est aussi donc toujours investisseur. On a, plusieurs foncières. On a une foncière qui est patrimoniale familiale. Ok. On a une foncière qui est cotée en bourse, qui investit exclusivement dans du commerce de périphérie. Et puis on investit aussi pour le compte de tiers, donc à côté de familles parfois d'ailleurs, ou à côté de, grands institutionnels. Donc on a des grands noms souvent à nos côtés qui investissent. Et notre deuxième pôle, donc c'est l'exploitation. On a, Odalis, qu'on avait racheté d'ailleurs en 2000, donc ça fait 20 ans maintenant, qui était une toute petite entreprise et qu'on a fait grandir petit à petit. Donc aujourd'hui, c'est un des leaders européens de la résidence de tourisme, mais on est aussi dans les campings, dans les résidences d'affaires de centre-ville, les appart-hôtels quoi, et puis les résidences étudiantes et les résidences seniors. Ok. On a aussi les golfs. Donc là, on est numéro 5 mondial. Pareil, on avait acheté cette boîte en 2007 et petit à petit, on l'a fait progresser jusqu'à en devenir un des leaders mondiaux. Et puis, notre troisième pôle, je dirais que c'est des nouveaux métiers pour nous. Donc, c'est la microfinance et l'assurance en Afrique. Et comme tous nos métiers que je viens de citer, on espère que ça deviendra un des leaders aussi en Afrique. Et donc ce dernier pilier, il est arrivé quand dans le groupe? Je dirais il y a 3-4 ans. Donc ça, tu en es pour le coup une initiatrice. Alors j'ai contribué évidemment, mais j'avoue que c'était plutôt, mon frère, Ok. aux côtés de mon père, qui ont développé, cette activité. Alors justement, explique-nous un peu comment vous êtes organisé. Toi, tu diriges ce groupe aujourd'hui. Ouais, Comment vous bah, répartissez les rôles? alors en fait, on va dire qu'on le co-dirige ensemble parce qu'on est, 3 actionnaires, tous Ok. les 3 actuellement. On a un comex avec, 3 personnes qui sont externes à la famille et ensemble on définit, les stratégies du groupe, long terme. Mon père nous transmet énormément, il nous met, pas mal en avant, et mais on travaille encore de concert parce que, et d'ailleurs j'aime bien le dire en ce moment, on a la chance, je dirais, d'être multigénérationnel. C'est souvent ce que je dis pour, pas donner son âge. Mais tu vois, aujourd'hui, la conjoncture, immobilière est pas très bonne et finalement, aujourd'hui, c'est une force d'avoir Bien à nos sûr. côtés quelqu'un qui a l'historique, qui a connu 4 crises immobilières et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on va bien, sur ces métiers. Donc je trouve que c'est encore une force d'avoir, quelqu'un de plus âgé avec, une plus grande expérience, mais on travaille de concert. Du coup, il est encore exécutif ou il est sur un format conseil de surveillance qui vient valider des investissements? Alors, en fait, nous, on se répartit les filiales, à nous tous.
On a une culture très entrepreneuriale dans le groupe. Donc, en fait, en plus de ça, la plupart de nos patrons de filiales sont actionnaires de leurs filiales. Ok. Et après, à nous 6 dans le COMEX, on se répartit les filiales et les services support, je dirais, du groupe de la holding. Donc, il peut être encore opérationnel dans certaines filiales. Et en même temps, c'est un grand développeur. Donc, c'est pour ça qu'il est sur le sujet Afrique avec mon frère. C'est ce qui le fait marrer, on le sait. Donc, on le laisse un peu s'amuser quand même. Parce que finalement, nous, ce qu'on aime en famille, c'est de pouvoir s'amuser avec nos métiers, quoi. Avec vos métiers. Donc moi, par exemple, je m'occupe plus particulièrement du patrimoine immobilier et des golfs, mais aussi de la com, de la RH et de la RSE au sein du groupe. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est pas du tout pyramidal comme organisation. Ça a l'air d'être plutôt transversal. Il y a personne qui tranche. Comment vous faites quand vous n'êtes pas d'accord ou On est quand 3. vous avez un choix? Donc déjà, souvent, c'est 2 contre 1. Donc le troisième se range avec les 2 autres. Voilà. Donc 3 plus 3, et puis sinon 3 sur la partie actionnaire, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, on a la chance d'avoir 3 personnes à nos côtés qui complètent bien nos profils. Et donc, ensemble, en tout cas, ils vont réussir à bien nous challenger. Et ensemble, on va pouvoir prendre des décisions, je dirais, plus constructives, avec plus d'analytique derrière. Mais bon, après, et d'ailleurs, ils le disent, c'est vous les actionnaires, c'est vous qui décidez. Voilà, nous, on est là pour vous challenger et après, vous donner nos opinions. Mais c'est vrai que souvent, ça se fait. C'est vous qui prenez le risque, Ouais, voilà. en fait. Bah ouais. Bah ouais. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Comment ça se passe pour toi allez, quand tu as une quinzaine d'années, le groupe existe déjà, ton père il est aux commandes, il est tout seul. C'est quoi pour toi cette entreprise? Elle existe dans ta vie ou c'est le boulot de papa et tu sais pas trop ce qui s'y passe? Mon père a toujours été entrepreneur. Donc, il a toujours fait plein de métiers. Je le voyais partir très tôt le matin, rentrer parfois très tard le soir. Donc, c'était un peu opaque pour moi. Surtout quand on est enfant, on ne sait pas trop. Là, c'est marrant parce que j'ai ma fille qui a aujourd'hui un peu moins de 2 ans et demi et elle me dit: «Mais alors tu vas où? T'es où?» Je dis: «Je vais travailler, je vais au bureau». Donc elle dit: «Ah, tu travailles au bureau?» Donc c'est marrant parce que c'est ce que je vis aujourd'hui avec ma fille. Donc c'était carrément opaque pour moi, gamine. Mais mon père après, quand j'ai commencé à grandir, a essayé de m'expliquer un peu ce qu'il faisait et puis finalement l'immobilier, c'est assez sympa parce que quand on passe devant un immeuble qu'il a construit, Ouais, il nous disait: «Vous voyez mes enfants, c'est ce que j'ai c'est construit». ça que j'ai fait, quoi. Voilà. Donc on arrive à toucher un peu, et imaginer ce qu'il peut faire. Mais 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 à part ça, je dirais que j'imaginais pas du tout, l'ampleur de ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, au tout début, c'était tout petit. C'est ça. Hem, Après, j'ai jamais voulu me fermer de porte, donc j'ai toujours fait des études assez larges. C'est vrai que lui, il a toujours essayé de me dire, qu'il aimerait bien que je le rejoigne un jour. Souvent, ce que je dis, c'est que, enfant, il me disait: «Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu voudrais être médecin, avocat ou travailler avec moi?» J'avais que 3 choix apparemment. C'est bien plus tard finalement, bien plus tard. C'est-à-dire qu'à mes 20 ans, il a fait rentrer des actionnaires, extérieurs à la famille dans le groupe et à ce moment-là, il m'a demandé de siéger au conseil d'administration. Ok. Donc tu commences par un rôle d'administrateur non exécutif. Exactement. Tu as 20 ans, tu viens défendre les intérêts de la famille. Ouais. Et c'est quoi l'énergie pour toi là, à ce moment-là Je viens défendre les intérêts, aujourd'hui, de de papa, mon quoi? père en Ouais, tout ouais, cas, ouais, de bien sûr. l'entreprise de mon père. Ouais, C'est sûr que c'est de la famille quand même, mais au départ, c'était lui l'entrepreneur. ouais. J'apprends en fait, j'apprends beaucoup avec beaucoup d'humilité parce que finalement on arrive dans un conseil, puis c'est très impressionnant. C'est autour d'une grande table, dans une salle avec plein de chaises autour, des actionnaires qui étaient belges en plus, donc je trouve que en tout cas, c'était impressionnant. C'était impressionnant pour toi. Ouais, ouais, Gamine. ouais, je me doute. Ouais. Je trouve qu'à 20 ans, on est encore gamin. Et puis après, même si, j'étais dans mes études, je savais ce que c'était un bilan, mais là, on parle vraiment de chiffres, quoi. Donc d'EBITDA, on faisait des ratios que j'ai découverts d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'ils étaient très financiers en plus, ces actionnaires, ce qui est très bien parce que ça nous a structurés financièrement. Ouais. Mais moi, au début, j'écoutais beaucoup. Voilà. Après, c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'intuition business. Hmm. Ce que mon père nous a peut-être
se donner très jeune avec mon frère, mais j'ai commencé vraiment à le comprendre, ce que Tu peux c'était. nous en parler un peu? Ouais, c'est-à-dire que, comme je le disais, on avait des actionnaires qui étaient, très forts au niveau financier, mais on le voyait tout de suite. Il y avait aussi, dans les personnes qui siégeaient, en tout cas au conseil d'administration, les entrepreneurs et puis les autres. Donc ceux qui suivaient des ratios C'est ça? et ceux qui avaient la fibre entrepreneuriale. Et ça a été assez fort pour moi à ce moment-là parce que finalement, il y en a qui ne comprenaient pas ce que c'était que d'être sur le terrain. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Oh là là, je veux surtout pas être comme ça dans ma vie. Je veux Ah, c'est savoir drôle. ce que c'est que le terrain». C'est marrant, il y a une étude qui est sortie, la semaine dernière, écrite par un copain qui s'appelle Jérémy Cheng, qui est un académique qui vit à Singapour, qui est un Ouais. Singapourien, qui étudie les entreprises familiales. Il me l'a envoyé là, ces jours-ci et il est allé étudier, l'orientation entrepreneuriale des actionnaires familiaux et pour savoir quand est-ce que ça se jouait, à quel moment, dans les entreprises qui réussissent à travers les générations. Et là, il vient de démontrer que celles qui arrivent à passer les générations, et notamment qui arrivent à passer la 3e et la 4e, 75% de la next gen étalés sur des projets soit entrepreneuriaux à l'extérieur de l'entreprise, soit intrapreneuriaux à l'intérieur. 75%, c'est énorme, tu vois. Donc c'est intéressant que tu dises ça et je pense qu'effectivement, ce côté orientation entrepreneuriale, c'est quelque chose qui est assez clé. Bon, du coup, ok, tu es, à ce conseil d'administration. C'est où le déclic de allez, je rejoins l'entreprise familiale? D'ailleurs, tu fais tes études et puis tu viens tout de suite ou tu vas bosser ailleurs avant? Non, non, en fait, je continue mes études. Il faut savoir aussi que lors de mon premier mois, hem, à la fac, j'ai mon père qui m'avait dit: «Tu sais, si les études sont pas faites pour toi, je comprendrai très bien, je te trouverai toujours une place». Oh, le coup de poing que j'ai pris, j'ai dit: «Non mais t'inquiète pas, hein, ça sera fait pour moi, il y a pas de problème». Donc par principe, il fallait que je Ouais, fasse pas mal d'études. Donc à la fin de ma maîtrise, je suis partie à New York faire, un MBA. ok. Donc je suis restée, là-bas 2 ans et à côté de mon MBA, j'ai bossé, dans une boîte qui faisait de l'immobilier, par hasard. C'est vraiment par hasard. Un petit peu. Et à l'issue de mon MBA, j'ai, le patron de cette boîte, avec qui d'ailleurs je garde encore de très bonnes relations, qui me dit: «Écoute Pauline, c'est top, j'aimerais bien t'embaucher, sur du plus long terme, donc voilà, il faut changer ton visa et tout». Donc moi, hyper fière, j'ai décroché un job, j'appelle mes parents et là, mon père, dit: «Ah non, en fait, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé que tu me rejoignes, est-ce que tu veux pas plutôt rentrer en France, et que tu m'aides à développer le groupe?» Et en fait, c'était hyper dur pour moi de prendre cette décision. J'en ai eu mais des maux de ventre terribles parce que c'était à ce moment-là où il fallait prendre soit le chemin de, faire ma carrière toute seule, voilà, être indépendante, vis-à-vis de la famille ou de l'entreprise familiale, enfin, l'entreprise de mon père, ou le rejoindre, mais ça voulait dire, se faire un prénom, tu la fille de, donc pas de légitimité a priori, en tout cas dès qu'on rentre, et cetera, quoi. Donc très dur. Et finalement, tout le monde connaît la suite, hein, parce que j'ai rejoint, mon père. Mais en fait, ce que j'avais aimé dans ses propos, je dirais, c'est que, c'était assez entrepreneurial. «Viens me rejoindre pour m'aider à développer le groupe». Le moins important, c'était développer, quoi. Ouais. Et finalement, on le voit, hein, depuis que je suis rentrée en plus dans le groupe, on a doublé de taille, donc Ouais, c'est ça, 500 à 1 milliard, c'est ça que tu ouais, à tu peu me près, disais? ouais. OK. Et toi, du coup, c'est quoi tes succès, pour le moment, ou les succès qui te font vibrer, Alors il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'un des premiers succès, ça a été, à l'époque, on avait 2 groupes distincts, donc on a, tout fait. On a à un moment donné, réussi à sortir nos actionnaires, belges, pour redevenir 100 familial. On avait 2 groupes et donc j'avais envie de fusionner en fait ces 2 groupes pour que ce soit plus visible, plus lisible, et plus facile à manœuvrer. Et donc ça a pris du temps parce que bon, au niveau juridique, bien sûr? c'était assez compliqué. D'ailleurs, j'avais créé à l'époque un comité,
avec évidemment des juristes et puis d'autres personnes en qui j'avais confiance pour travailler sur ces sujets. Et j'avais appelé le comité TEP. Tout est possible. Tout est possible. Parce que j'avais pas envie que quelqu'un me dise ah non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, c'est à l'issue de ça où il a fallu aussi fusionner parfois les équipes. Ouais. Que mes équipes m'ont dit en refaisant l'organigramme, finalement, toi, ta place, c'est en tant que directrice générale. Donc là, j'avais réussi à me faire un prénom et une place. Donc ça, c'est un de mes premiers succès, je dirais. Un autre succès, c'est d'avoir pu prendre cette fibre entrepreneuriale aussi pour faire ce que mon père ne faisait pas du tout et qu'il ne voulait pas faire à l'origine, c'est-à-dire faire du capital risque. Ouais. Lui, il investissait, je vous rappelle, dans la pierre. Tu es connu pour ça, peut-être même parfois on t'en sens peut-être trop à ton goût, je sais pas d'ailleurs, mais tu es un peu la star de la tech à impact, malgré toi. En fait, je suis une femme, il y en a très peu, je pense que c'est pour ça. Mais ouais. Et donc pourquoi tu décides ça d'ailleurs? C'est intéressant, parce que tu en fais une ligne de business, c'est pas l'argent du patrimoine personnel. Alors je ne fais pas vraiment une ligne business, mais je m'en sers pour continuer à développer et garder notre agilité pour le groupe. C'est ça en fait. C'est que moi j'ai voulu... Je trouve que j'ai eu la chance de rentrer finalement dans le groupe familial, même si ça a été dur comme décision à prendre. Et je voulais pouvoir aider d'autres entrepreneurs qui, eux, commencent from scratch, de les aider à se structurer. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir d'autres actionnaires nous aider à nous structurer. Donc, de les aider à se structurer, de leur donner parfois des bons contacts pour les aider à se développer, etc. etc. Et en même temps, comme nous, on grossissait, j'avais pas envie de perdre cette agilité qu'on a quand on est juste entrepreneur avec une plus petite boîte. Donc, je voulais pouvoir mettre en lien parfois ces jeunes entrepreneurs avec certaines personnes de mon groupe, par exemple des juristes ou autres, pour les confronter et puis que nous, en interne, on garde cette agilité et cette image de tout est possible, quoi. Donc là, du coup, alors c'est pas une ligne de business, mais c'est quand même de l'investissement. Ouais. Vous avez fait combien d'investissements dans ces startups? Une quarantaine. Ouais. Ok. Depuis 10 ans, là, à peu près, c'est ça? Ouais, un peu moins, ouais. Ok. Comment ça se passe? Très bien. Ouais. Il y a un peu de chute. Oui, il y en a eu, évidemment. Il y a eu des exits aussi, des beaux exits d'ailleurs. Et puis... Du coup, tu continues? Ça devient un véhicule spécifique qui fait que ça? Vous êtes organisé comment sur ces sujets-là? Il y a très peu de personnes qui s'en occupent à 100%. C'est aussi des personnes qui vont faire d'autres choses dans le groupe, justement pour maintenir les synergies. Et donc, on va dire qu'on est 3 à s'en occuper. Mais en même temps, ces personnes-là vont parfois s'occuper, vont être juristes, donc vont s'occuper d'autres sujets du groupe. Ou alors s'occuper de la RSE aussi. Enfin, c'est assez mouvant. Tu nous as dit qu'il y a ton frère aussi qui vous a rejoint. Ouais, il y a 3 ans et demi. Comment ça se passe? Tu t'es dit, moi, j'ai pas réussi à dire non à papa, donc il n'y a pas que moi, et t'es allé le chercher. C'est quoi l'histoire? Je pense que je l'ai saoulé toute sa vie pour qu'il nous rejoigne. À partir du moment où j'étais rentrée, c'était devenu familial, donc il fallait que tout le monde suive. Non, peut-être que même si j'étais pas rentrée, je pense qu'il serait quand même peut-être venu à un moment ou à un autre. Je pense qu'il a eu les mêmes questionnements que moi. Il faut se faire un nom, il faut avoir une légitimité, il ne faut pas être que le fils d'eux. Donc lui, il a préféré travailler un peu ailleurs avant. Mais bon, maintenant, on est tous les 3 ensemble et c'est cool. C'est cool. Okay. Il dirait la même chose? Ouais, en fait, on se marre. Mais tu vois, ce matin encore, on était à un rendez-vous, on attendait tous les 3 dans une salle d'attente et en fait, on se charriait, on rigolait, on était morts de rire. Et je me disais, c'est trop sympa, quoi, de garder ce genre de relation. Moi, j'ai le sentiment que dans votre famille, on est encore... effectivement, c'est une histoire encore jeune finalement, puisque ton père est encore là, il est encore opérationnel, tu l'as dit. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une confusion entre les 3 cercles sur la première génération, parce qu'en fait, finalement, le dirigeant de l'entreprise est le principal actionnaire ou l'unique actionnaire, et puis il est aussi le patron de la famille. Donc, ces 3 cercles sont l'un sur l'autre, et en fait, on ne voit pas qu'il y a 3 cercles. En fait. Et ces 3 cercles, ils apparaissent en fait à mesure que les générations arrivent. Donc, vous commencez à les observer, mais comme vous êtes tous dedans, en fait, il a fait 100%, finalement, c'est ça. Hein. Donc, c'est encore un peu mouvant. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment ça se passe pour les conjoints?
Et à tous les niveaux, hein, ta maman, mais aussi probablement ton mari, ta belle-sœur, tu en as une. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette position-là qui n'est pas toujours facile? Alors ma maman, parfois elle nous dit: «Bon, stop là, on arrête de parler business, vous me saoulez, je comprends rien, stop». Hem Et après, bon, moi, mon mari, je l'ai rencontré, il est dans l'immobilier. Alors je m'étais dit: «Jamais je me mettrais avec quelqu'un dans l'immobilier». Bah, raté. Mais en même temps, je suis ravie parce que bon, le week-end dernier, j'avais un mariage à Reims, je connaissais pas la zone commerciale, je lui ai dit: «Ça te va, on va voir la zone commerciale de Reims». Je pense que pas beaucoup de personnes m'auraient suivie. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Et Et lui, il est entrepreneur ou il est ouais, il est et entrepreneur il est maintenant. entrepreneur aussi, OK. Ouais, Ah oui, donc ça fait une sacrée dynamique. OK, ouais. Et puis ma belle-sœur, elle est en com corporate, donc OK. et Et pas mal sur les sujets RSE. et elle Donc vit ça comment elle, la dynamique du groupe? bah, elle trouve ça bien, elle suit un peu les sujets quand on en parle. Justement, moi, avec les sujets RSE, on discute pas mal ensemble, Ça peut être n'importe quand du coup, c'est tout est mélangé quoi, ouais, on est encore ouais, dans la cuisine quoi, ouais, c'est ça, hein? OK. à l'apéro. À l'apéro, OK. Bon, génial. Tu as évoqué les sujets RSE, c'est aussi le thème de cette émission, Génération Impact. On a pas mal de familiaux qui sont venus nous voir et qui nous disaient comment ils étaient challengés par la nouvelle génération Mmh. sur, notamment, quand tu es dans des industries très polluantes, comment tu les attires, soit pour transformer ton entreprise, soit pour relever des défis, environnementaux importants. Vous, vous en avez sûrement, Mmh. vous êtes sur les golfs, vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans l'immobilier, il y a des enjeux ici importants. Est-ce que tu peux, peut-être pas rentrer dans le détail absolu, mais quand même nous donner en gros les grands enjeux que vous avez et comment vous les relevez? Alors déjà, je pense que le fait qu'on soit une entreprise familiale, tu as dû le voir avec la plupart des entreprises familiales, je pense qu'on est fait pour, être durable, parce qu'on pense aux futures générations. Donc pour nous, je pense que, tous les sujets, sociaux et environnementaux, nous touchent plus particulièrement. Hem, alors évidemment, nous, c'est des sujets qui nous touchent depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentrée dedans, moi, ça m'a impactée. Et d'ailleurs, on publiait un rapport de développement durable, ça s'appelait à l'époque, OK, déjà depuis 2017. OK, Donc tu vois, ça fait quand même un moment. Hem Et donc au niveau même de la holding, au niveau social, je dirais, on a, toujours fait attention à avoir, une certaine mixité. D'ailleurs, plus de femmes que d'hommes alors qu'on est sur des métiers immobiliers. OK, On s'attache évidemment à ce qui est, une totale égalité salariale. On a des femmes, qui ont des postes à responsabilité. Et puis ensuite, donc sur les sujets environnementaux comme tu me le demandais, donc effectivement sur chacun des métiers, on est impacté. On a, mis en place un comité RSE que j'ai voulu, pragmatique et en même temps avec du concret. Donc c'est des gens qui sont de terrain. donc ça, c'est tout sous ta responsabilité transversale? Ouais. OK, Et donc on a des référents RSE dans chacun, des métiers, chacune des filiales. Hem, on a en fait une envie, une volonté d'avoir une vision globale, parce que comme je te le disais, il faut que ce soit durable. Ensuite, on a mis en place des mesures concrètes par filiale, donc je vais y revenir, heu, parce que c'était important pour nous que ce soit du concret tout de suite. Et ensuite, on a une vision, à long terme avec une envie enfin une trajectoire de décarbonation à 2030. Donc si je dois revenir sur chacun des métiers, au niveau de la promotion immobilière, évidemment, la plupart de nos, opérations sont d'ailleurs, labellisées, et puis de toute façon, c'est dans la réglementation. Toutes les nouvelles opérations, tu dois, tendre en tout cas, vers, peut-être pas la neutralité carbone, clairement pas, mais en tout cas à s'améliorer. D'ailleurs, par ailleurs, on essaye à chaque fois avec les startups de trouver des investissements qui puissent nous permettre, d'utiliser, des innovations, dans, nos métiers. Donc par exemple, on a investi dans une startup qui s'appelle Neolith, qui utilise du déchet pour en faire du ciment vert. OK, génial. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Sur, l'immobilier pur. Après, on a aussi notre filiale Alamo qui, elle, fait pas mal de réhabilitation. Et on est, aussi, sur, notre filiale de construction de maisons individuelles
où là, on essaye de construire des maisons à neutralité carbone, ou alors de réhabiliter des maisons individuelles. Ok. Voilà. Qui sont des passoires thermiques et de les rendre. Qui est le gros du boulot pour le coup dans l'immobilier Voilà. qui est devant nous. Hein. C'est moins sexy en communication, mais c'est un des gros enjeux. Okay. Sur le patrimoine, donc c'est pareil, on essaye de faire pas mal de réhabilitation de nos actifs. Nous, en fait, comme on est en périphérie des villes, on a aussi pas mal de foncier avec des parkings. Donc on met des bornes de recharge pour les véhicules électriques. On va mettre des panneaux solaires sur tous nos parkings. On a parfois, d'ailleurs, j'ai croisé tout à l'heure Arthur de Team Force de Planète. On utilise parfois aussi des boîtes comme celle-ci pour peindre le toit de nos bâtiments tertiaires en blanc. Voilà. Pour tous les sujets immobiliers, évidemment, on trouve à chaque fois des innovations ou des améliorations à nos métiers. Sur l'exploitation, c'est pareil. On a d'ailleurs signé, évidemment, pour l'immobilier aussi, des chartes pour s'améliorer en fait sur tous ces sujets, pardon. Et ensuite, pareil pour le golf, on a d'ailleurs signé avec le Muséum d'histoire naturelle et la Fédération française de golf une charte pour la biodiversité, pour labelliser tous nos golfs français sur le sol français. Donc on en a une centaine. Et c'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il faut d'abord répertorier toutes les variétés qu'il y a sur nos golfs et ensuite faire des améliorations pour leur laisser des habitats sur nos golfs. Et après, tout ce qui est le troisième pôle, donc microfinance et assurance, nous on considère quand même que c'est... c'est impact by design, en fait. Exactement. Okay. Donc en fait, on va avoir parfois de l'aide un peu plus poussée sur l'entrepreneuriat féminin, par exemple. Voilà, parce que pour le coup, la base de la microfinance, hein, c'est son histoire avec ces femmes qui justement réussissent mieux, remboursent plus vite, et donc ça fonctionne bien. On peut parler juste 2 secondes du sujet de l'eau, parce que pour le coup, c'est un sujet hyper important, tout le monde en parle en ce moment, et puis comme il y a les golfs, je crois que c'est un des sujets. Tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. Alors déjà, on utilise beaucoup moins d'eau que ce qu'on croit. Que ce qu'on croit. Okay. Parce que finalement, là où on a besoin d'arroser nos golfs, c'est sur les greens. Et donc, on utilise finalement autant d'eau qu'un terrain de foot. Okay. Et en fait, si on n'arrose pas nos greens, nos greens meurent. Et là, on doit fermer le golf. Et donc, ça veut dire qu'on doit mettre au chômage technique toutes nos équipes. Donc ça, c'est une problématique. Alors après, on essaye quand même de s'améliorer sur de la récupération d'eau ou alors de se brancher sur des stations d'épuration. Ok. Voilà. Donc nous, c'est pas depuis 2 jours qu'on commence à se dire comment est-ce qu'on va faire pour s'améliorer sur ces sujets. Hein. Comme je le disais, on est une entreprise familiale, donc depuis toujours, on réfléchit à baisser l'utilisation de l'eau. Est-ce qu'il y a des sujets... Alors moi, il se trouve que j'ai vécu... plus d'une quinzaine d'années sur l'île de la Réunion. Et donc, sur l'île de la Réunion, il y a tout un tas de projets de pelouses qui n'utilisent pas d'eau. Est-ce que vous êtes aussi sur ces sujets-là ? Bien sûr. Alors, en fait, tu as plusieurs types de graminées. J'ai appris pas mal de choses pendant le golf. Et effectivement, tu as des graminées qui qui utilisent plus d'eau, mais qui vont être parfois moins résistants aussi au piétinement. Okay. Voilà, donc en fait... c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. C'est en fonction des territoires que tu vas avoir un graminé qui va mieux fonctionner qu'un autre, quoi. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui me trotte dans ma petite tête sur Pauline Duhal et le fait qu'elle ait écrit un livre sur la transmission, sur la gouvernance des familles, alors qu'elle est une deuxième génération quasi très jeune en fait aujourd'hui. Ça vient d'où ? Comment ça t'est venu cette idée-là ? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je dirais que ça me trottait dans la tête depuis longtemps. À partir du moment où je suis rentrée dans le groupe et que c'est devenu un groupe familial, je me suis dit, donc que j'étais un peu la fille d'eux quand même, hein, mine de rien. C'est toujours le cas ou pas ? Non, je pense pas, mais bon, j'avais moi-même peut-être une image des fils ou filles d'eux, et donc qu'il fallait moi-même que je change en fait. Donc je me suis dit,
comment est-ce que les autres fonctionnent aussi. Et puis parfois, c'est des petits-fils et petites-filles d'eux, voire arrière-petits-fils et petites-filles d'eux. Comment est-ce qu'eux, ils font? Il y avait aussi des sujets qui m'avaient un peu choquée dans les gouvernances d'entreprises familiales. On a toujours l'image parfois du patriarche qui veut pas céder l'entreprise, etc. Donc j'avais envie d'un peu de comprendre et de voir comment ça se passait. Parce que chez nous, c'est pas du tout le cas. Il est énormément dans la transmission, notre père. Autant dans la transmission, je dirais, de savoir-faire, que la transmission de valeurs, que la transmission finalement de l'outil qu'est l'entreprise familiale qui nous lègue, quoi. Donc, je me suis dit comment ça marche et comment intégrer les nouvelles générations. Donc, j'avais envie de poser la question à plein de gens. Ok. Et de me renseigner. Et t'avais pas ta fille encore, si t'avais des non, j'étais enceinte. T'étais enceinte, ok. C'est pour ça que ça me... C'est là, Ouais. ça a commencé là, quoi. Ouais. Ok. En fait, j'étais enceinte et en même temps, j'ai perdu mon grand-père à ce moment-là, Ok. qui était pour moi un peu la figure patriarcale qui nous a transmis énormément de valeurs. Il avait fait la guerre, enfin, il y avait voilà, pas mal de choses qu'il nous transmettait et je me suis dit, waouh, quoi transmettre en fait? Qu'est-ce que je peux transmettre moi? Et en fait, je me suis dit, en fait, tout le monde peut transmettre. Et tout le monde peut transmettre. En fait, c'est une certaine générosité finalement. Moi, moi, je suis très optimiste, hein. Donc, voilà. Mais je me dis, n'importe qui est capable de pouvoir transmettre ne serait-ce qu'un conseil, un contact, un numéro de téléphone pour se développer. C'est un peu ce que j'avais fait moi avec les entrepreneurs quand j'ai voulu investir dans les startups. Donc, au-delà de transmettre une entreprise, bah voilà, c'est transmettre un savoir-faire. Et en fait, je voulais dire dans ce livre que ça se prépare. Ça se fait pas du jour au lendemain aussi. Par exemple, une personne qui travaille sur les vitraux, c'est pas à 80 ans qui va se réveiller, qui va se dire « Ok, je transmets mon savoir-faire ». C'est trop tard. D'ailleurs, en France, on a des artisans et ça marche d'ailleurs super bien, même si on a certains artisanats qui peuvent commencer à s'oublier. Mais je trouve qu'on est plutôt fort dans ces sujets-là. Donc en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire dans ce livre, c'était de dire que tout le monde pouvait transmettre. Après, j'ai aussi découvert certaines choses et certains types de gouvernance que j'ai trouvé plutôt intéressants. Donc, il y a certaines familles qui, dès le plus jeune âge, vont permettre à certains enfants de venir tous les étés, une semaine, découvrir une typologie de leur métier. Il y a d'autres familles qui vont s'orienter plus sur l'aspect actionnarial, actionnaire, et donc avoir des experts de leur groupe familial qui va donner des cours pour lire un bilan, comprendre une assemblée générale. Des sujets de formation. Voilà. Et donc pour être un bon actionnaire et pouvoir être présent aux assemblées générales. Et donc certains enfants sont d'ailleurs invités dès l'âge de 16 ans aux assemblées générales. Après, en termes de gouvernance, j'ai vu une entreprise familiale où il y avait 3 frères et c'était une présidence tournante. Voilà, en fait, il y a eu pas mal de choses qui me sont venues, que j'ai découvert. Et alors, je dis pas qu'il y a quelque chose de mieux qu'un autre, mais je trouvais ça hyper intéressant de savoir comment les autres faisaient. Qu'est-ce qui a résonné et que tu projettes dans le groupe aujourd'hui? Parce que ce que tu décris, juste pour donner un petit peu de technique, il y a effectivement des sujets d'affectio societatis et des sujets d'affectio familiae. Il y a des sujets de professionnalisation de la gouvernance familiale et actionnariale, comme on a professionnalisé l'entreprise. Et effectivement, souvent, quand on rentre dans ces entreprises familiales ou ces familles entrepreneuriales, parce qu'il y a vraiment 2 choses différentes, souvent, en fait, ils n'ont pas professionnalisé la famille comme ils ont professionnalisé l'entreprise. Et effectivement, ça prend 10 ans. Ce que nous disait Caroline Mathieu tout à l'heure qu'on a reçu. Ça prend une dizaine d'années de préparer une transmission et de la structurer. Donc, toi, dans ce que tu as découvert ou ce que tu as échangé avec ces familles, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui ou qu'est-ce que tu aimerais faire dans le groupe qui n'existe pas ou qui n'existait pas? Moi, j'aimerais transmettre nos valeurs. Je pense que c'est le principal. Je m'explique. On a 1 heure, c'est bon. Non, mais je trouve que
Euh, le fait que ce soit une entreprise familiale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a envie de transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. Et donc, c'est durable. Et donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir transmettre nos valeurs. Transmettre nos valeurs d'entrepreneurs et rester agile. En fait, c'est assez abstrait, alors que j'aime bien le concret, mais c'est vraiment ça. Donc, d'ailleurs, c'est un peu ce que tu me demandais aussi, c'est comment est-ce que je peux imaginer le groupe aussi plus tard. Je ne sais pas si mes enfants rentreront dans le groupe et ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux, c'est au moins leur transmettre la valeur de travail et l'esprit entrepreneurial. Et finalement, pour le groupe, c'est pareil. Moi, je veux que le groupe reste agile avec cet esprit entrepreneurial. Donc, on a réussi avec certains de nos métiers à faire croître des petites entreprises pour en devenir des leaders. Je pense qu'avec l'agilité et l'esprit entrepreneurial, ça nous permettra, quoi qu'il arrive, de soit nous remettre en question sur nos métiers d'origine, soit pouvoir nous mettre sur des nouveaux métiers et de pouvoir toujours croître, mais de façon solide. Ok. Tu peux décrire un peu les valeurs, parce que tu parles des valeurs depuis tout à l'heure, et en fait, je suis intrigué de savoir, c'est quoi ces valeurs qui sont importantes pour toi, que tu aimerais transmettre? Agilité, créativité, exigence. Ça, c'est nos valeurs du groupe. Ok, Mais avec l'entrepreneuriat, ouais. avec l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant en fait, aujourd'hui, toutes les familles, tous les actionnaires familiaux, du moins, ou plutôt tous les dirigeants d'entreprises familiales et tous les dirigeants actionnaires, quand je pose cette question, me disent tous, ils feront bien ce qu'ils veulent. Exactement ce que tu m'as dit. Mais je leur dis, et moi je leur dis, mais si t'arrive quelque chose demain matin, là, et je te le souhaite pas, Ouais. ils vont être actionnaires. Ouais. Donc de toute façon, ils seront administrateurs, ils seront dans le cercle actionnaire. Ils ne sont pas obligés d'aller dans le cercle entreprise. Tu leur laisses la liberté, je comprends. Mais ce sujet-là d'héritage, tu vois, de responsabilité, comment toi tu le perçois, comment tu le vois? Non, c'est vrai. En fait, tout à l'heure, quand je te disais, ils feront bien ce qu'ils veulent, c'était vraiment, je les oblige pas à rentrer de manière opérationnelle dans le groupe. Mais évidemment que ils vont certainement devenir un jour ou l'autre actionnaires. Mais c'est pour ça que je veux leur apprendre aussi la valeur travail et l'entrepreneuriat. Parce que quand on a ces deux valeurs, même si on est qu'actionnaire, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple à comprendre la vie d'une entreprise et à décider. Et là, du coup, comment tu peux organiser, je ne sais pas si tu l'as déjà évoqué, mais où est-ce que tu as vu dans d'autres familles, comment ils s'organisent dans ce cercle actionnaire pour accompagner les familiaux qui ne veulent pas aller dans l'entreprise de papa et maman parce que justement, ils veulent faire leur truc à eux, quoi. Tu vois, ils veulent vraiment être dans leur projet à eux. Comment tu peux les accompagner? S'ils sont dans le cercle actionnaire, mais pas dans le cercle entreprise, et que tu as réussi à leur envoyer la fibre entrepreneuriale, mais que du coup, ils disent je vais monter ma start-up ou je vais développer des projets qui n'ont rien à voir avec vos activités actuellement, comment tu peux les accompagner? J'ai vu d'ailleurs pas mal de groupes qui donnaient une enveloppe, je dirais, pour pouvoir aider au développement de ce genre de projet. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop facile, je dirais, parce que si ça devient trop facile... En fait, je pense que certains entrepreneurs aujourd'hui qui lèvent des fonds sont encore plus successful quand limite la levée de fonds a été dure. Oui, bien sûr. Parce que si c'est trop facile, on en veut moins. Bien sûr. Donc c'est pour ça que ça fait partie de la valeur travail, en fait. Donc oui, je pense que c'est intéressant de pouvoir aider au développement de projets, parce que c'est finalement pousser à l'entrepreneuriat, mais que ce ne soit pas trop facile non plus.
C'est marrant, j'ai une famille avec laquelle je travaille. Eux, ils ont posé en fait, ils ont créé un petit fonds d'investissement familial Ouais. qui est déconnecté des enjeux stratégiques du groupe. Et il est fait pour financer que des projets familiaux. Il y a beaucoup d'actionnaires familiaux. Et en fait, ce Je qu'on vois a... de qui tu parles. Alors, non, Ah bon? c'est pas cela, c'est d'autres. C'est une entreprise beaucoup plus petite. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a abordé avec eux le sujet de l'équité versus l'égalité. Mhm. Et du coup, pourquoi ils ont créé cet outil? Parce qu'ils ont dit n'importe qui peut venir avec son projet familial. Ça ne veut pas dire qu'on va le financer. Il faut qu'il soit bien présenté. Et donc, on a créé un petit comité d'investissement avec plusieurs personnes de la famille ou autres Ouais, c'est d'ailleurs. vachement bien. Et donc, on va choisir si on y va ou si on n'y va pas. D'ailleurs, on peut y aller avec de l'argent ou on peut y aller avec De l'aide, de l'aide humaine, savoir-faire, du ouais, voilà. savoir-faire, etc. Et ce qui est Mhm. assez intéressant, c'est que du coup, ensuite, ce qui a été challengé, c'est qu'on discutait avec les actionnaires familiaux et puis il y en a un, on faisait ça dans le cadre d'une charte familiale en fait. Et il y en a un qui dit à ce moment-là, il dit, mais si on dit non et que moi, en tant que père, je veux aider mon fils, ben, je lui dis, c'est pas le même cercle. Et du coup, ça marche. Tu peux aider ton fils, mais dans ces cas-là, tu vas l'aider parce que c'est ton fils, mais en tant qu'actionnaire. Et tu vois, c'est là que la confusion entre les cercles, elle peut arriver et que tu peux commencer à réfléchir à des outils qui peuvent avoir du sens et qui viennent diversifier. Donc, c'est vrai que certains en ont fait des galaxies, si c'est ceux à qui tu faisais référence. Et ça peut être une initiative assez intéressante. Ouais. Après, j'ai rencontré aussi une famille mais ils sont tous les trois opérationnels. C'est un peu, ils se sont donné des enveloppes aussi pour le fun, pour des investissements fun. Ouais, Donc, tant que ça rentre dans cette enveloppe, bah, le groupe peut le financer. ok. Ça, c'est intéressant. Alors, non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, il y a un modèle qui est aussi en train de se développer. C'est parce que la thématique de l'impact, et c'est un peu le thème de l'émission, c'est comment l'impact peut aussi être un sujet qui vient rassembler la famille ou les actionnaires familiaux et puis parfois l'ensemble des membres de l'entreprise. Et, euh, et une des questions, c'est impact pourquoi et impact où. Mm. Et donc, quand c'est les sujets que tu as présentés tout à l'heure, qui sont des sujets RSE de l'entreprise, bon, bah, c'est hyper clair, tu as différentes filiales et tu travailles tes sujets. Mais ça peut être très patrimonial. Ça peut être très comment on diversifie notre patrimoine, comment je veux que mes investissements ils aient du sens, comment je veux pouvoir mesurer mon impact, est-ce que c'est mesurable en Mm. fonction de ce que j'ai en cash, en côté, etc. Et donc là, il y a tout un tas de réflexions qui peuvent se créer. Et, moi, j'ai un client avec lequel on a travaillé sur un fonds d'investissement impact avec 3 actionnaires, l'entreprise familiale, la holding familiale et la fondation familiale. Et ils ont créé un pacte d'actionnaires où la fondation familiale a de façon disproportionnée plus de dividendes que les Ah deux ouais. autres, ce qui crée des nouvelles sources de financement pour la fondation et qui permet surtout d'amener des actionnaires familiaux qui sont peut-être pas des businessmen, certains ont fait des études de médecine ou autres, à venir finalement prendre part à ce projet-là et avoir un rôle Mm. au sein de cette famille entrepreneuriale où c'est OK de ne pas être entrepreneur. Parce que tu vois, il y a ça aussi dans ce que tu Ouais, disais ouais, tout à ouais. l'heure, de manière un peu biaisée, finalement, si je ne suis pas entrepreneur, est-ce que ma mère elle va me regarder pareil que Mm. si je l'étais, même si tu leur as dit, mais tu feras bien ce que tu veux, quoi. Mm. Est-ce que on peut se projeter, allez, dans 20 ans, euh, à minima, tu À vois? minima. Ouais, c'est-à-dire, j'aimerais rien te projeter quand tu n'es plus dans le groupe, tu vois, ça serait presque Bah alors, c'est l'idéal pour plus. moi. C'est pour ça que je te dis à minima. 20 ans, c'est déjà loin parce que ça fait. 20 ans, ça se permet d'imaginer tes enfants euh, à être à l'âge que tu avais lorsque ton père te mettait des petits coups d'épaule pour savoir si tu voulais venir dans le groupe, tu vois. Mais à plus tard, ça te permet de t'imaginer aussi au moment où tu pars. Dans tes rêves les plus fous, le groupe familial, il ressemble à quoi dans 20 ans ou dans 30 ans? Hmm. Dans mes rêves les plus fous. Euh, J'étais en train de réfléchir du coup à la gouvernance, mais en fait, je vais revenir, je vais changer. D'abord, je vais parler des métiers peut-être. Ouais, comme tu veux. Non, mais en tout cas, dans mes rêves les plus fous, déjà, j'aimerais bien que l'entreprise existe encore, Ok. euh, que
comme je le disais tout à l'heure, certains métiers où on n'est pas encore leader, qu'on soit peut-être devenu leader, ou un des leaders, qu'on soit je vais me faire engueuler si je dis ça, mais très proche de la neutralité carbone. Très proche ou... Bah, dans 20 ou 30 ans, ouais, ouais. j'aimerais bien. Avec beaucoup d'innovation, Pourquoi tu vas te faire engueuler? parce que c'est un big step pour y Ouais, arriver. C'est beaucoup de boulot, bien sûr. beaucoup d'investissement. Et que ce soit encore une entreprise familiale, 100%. Alors après, j'ai j'ai j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'ai envie que ce soit un de mes enfants qui soit, aux manettes ou un des enfants de mon frère? En fait, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit à ce sujet et j'ai pas envie que ce soit un de mes rêves non plus. OK. Parce que j'ai pas envie que ce soit, ni une obligation pour eux, hem, même si aujourd'hui ça n'est pas une obligation, si un jour je dis qu'un de mes rêves ça serait ça voudrait dire que ça leur mettrait à chacun une obligation Et ça leur mettra à chacun une pression, ouais. et une pression. Donc Ouais. j'ai pas envie. Donc j'espère, en tout cas dans mes rêves les plus fous, j'aimerais qu'on ait trouvé la bonne personne issue de notre famille ou pas pour diriger le groupe, Pour diriger le groupe. voilà, et que ça se passe super bien entre cousins, entre actionnaires. Voilà. OK. On va dire ça comme ça. Bon, ce qui veut dire que à ce moment-là, de toute façon, c'est à peu près sûr Mmh. qu'il y aura des membres de la famille qui ne seront pas exécutifs dans le groupe Mmh. et il y en aura peut-être qui seront exécutifs dans le groupe. Mais tu auras cette dynamique qui n'existe pas aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, ça sera une nouvelle ère Ouais. qu'il faudra inventer, Voilà. puisqu'aujourd'hui, vous êtes tous les trois dedans et en fait, vous passez d'un cercle à l'autre comme qui rigole. Ouais. OK. Et vous rigolez bien, si j'ai bien compris. Ouais, Ouais. on se marre. Bah ouais. Bah sinon on s'arrêterait. C'est plus rigolo quand on se marre. Ah, mais carrément. Carrément. Si cette entreprise familiale, c'était un membre de ta famille, ça serait qui? Un membre fictif, hein, pas un membre qui existe, quelqu'un. En fait, nous on l'a toujours vu comme un outil. OK. Et mon père nous a toujours dit, c'est un outil que je vous transmets, un outil pour faire des belles choses. Donc je le vois pas du tout comme une personne, même si c'est une personne morale. Je ne le vois pas du tout comme une personne aujourd'hui. Bon, ça, c'est chouette parce qu'en fait, ce que tu arrives à. Souvent, il y a une confusion Ouais. entre effectivement l'outil et la famille entrepreneuriale. Donc, ce qu'on ressent très fort dans ce que vous vivez, c'est la famille entrepreneuriale. Ouais. Et du coup, l'entreprise, c'est un outil et qu'il ait une forme bleue, rouge, vert, Voilà. etc. C'est finalement pas ça qui est le plus important. On pourrait vendre des bouts de business et puis en racheter d'autres. Et demain, vous pourriez racheter des stades de foot ou faire je sais pas quoi. Ah oui. Alors ce serait pas mon kiff à moi, Ça serait mais pas peut-être à toi. d'autres. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets en cours dont tu peux nous parler où tout est ultra confidentiel mais il y a des choses qui peuvent nous faire un peu rêver? Non, écoute, on essaye de développer et d'améliorer tous nos métiers. J'ai pas de projet. En fait, on a fait quand même pas mal de développement et de croissance externe l'année dernière. OK, Donc on s'était dit que cette année, on se calme. on se calmait un peu, on digérait. OK. Donc non, pour l'instant, C'est pas le pas de sujet. secret. OK. On a abordé avec Caroline Mathieu, qui est la déléguée générale du Family Business Network, Ouais. donc qui est cette association qui regroupe plein de familles et qui les aide justement à professionnaliser leurs différents cercles. Elle nous disait qu'une des bonnes pratiques, c'était l'utilisation d'administrateurs indépendants ou d'experts extérieurs. Est-ce que vous êtes organisé avec donc, au-delà des trois dont tu m'as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez avoir ou que vous avez qui vous aident sur des sujets particuliers? On a eu à un moment donné ça et nous avait déjà d'ailleurs beaucoup aidé. Au moment où, on a du coup, travaillé sur notre raison d'être. Mais effectivement, on a arrêté et c'est une des questions en tout cas qu'on se pose à nous 3 actionnaires. Parce que, étant donné qu'on est tous les 3 opérationnels,
C'est vrai que notre organe de gouvernance aujourd'hui, c'est le COMEX et que, on se pose un peu la question de se dire: «Et si justement on avait un conseil d'administration, par exemple, avec pourquoi pas, des gens extérieurs ou d'autres personnes que les personnes qui sont au COMEX ou les mêmes d'ailleurs?» Enfin, voilà, on est en pleine réflexion là-dessus, mais c'est pas du tout abouti. C'est pas abouti. C'est quoi les doutes? C'est quoi les options? En fait, je pense pas que ce soit vraiment des doutes, c'est on est tellement pris par le business, par le tout venant, qu'on a beaucoup de mal à se poser, en fait, sur ces sujets, tous les 3. Donc on est un peu pris par la vie, de l'entreprise et le boulot, presque, 7 jours sur 7. Donc et surtout là, en cette période de fin d'année, c'est toujours un peu, chargé. Donc ouais, on n'arrive pas à se poser dessus. Mais c'est dans notre to do, si je peux dire ça comme ça. 4e page. Ouais, C'est ça. un peu. C'est vrai que c'est un sujet qui est particulier parce que tu l'as bien décrit. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'agilité et en fait, vous avez besoin de personne pour vous challenger. Les challenges, en fait, vous en avez quasi trop. Euh, mais ça marche parce que vous êtes tous les 3 et c'est papa avec ses 2 enfants et vous avez trouvé votre modus operandi. Et je vois bien ce que tu nous as expliqué, qu'il vous a laissé la place et que donc, pour décider, c'est 2 contre 1 si jamais vous n'êtes pas d'accord. Et donc, j'imagine que parfois, c'est toi et ton frère contre lui et il dit oui, quoi. Ouais. Donc, Il est obligé. bah oui, c'est prévu comme ça, quoi. Donc je vois bien qu'aujourd'hui, en fait, ça pourrait quasiment rajouter de la lourdeur à votre dynamique entrepreneuriale, de créer un conseil ou ce genre de choses. Et en même temps, c'est pas, pour le coup, ce que vous faites tous les 3 ne sera pas duplicable. C'est ça qui est assez intéressant parce que du coup, il y aura plus normalement de personnes en dessous. Ils ne seront pas à 100% tous dans l'entreprise. Donc la dynamique sera différente. Donc le modèle sera nécessairement différent. Et effectivement, c'est peut-être un peu tôt, mais ça va être le sujet, quoi. Ok, on arrive à la fin de cet entretien. Pauline, j'étais ravi de t'accueillir ici. Et puis, on te souhaite bonne chance pour tous les projets. Ouais, merci. Et nous, on vous attend sur le prochain épisode de Génération Impact.